Alors dans cette vidéo, nous allons étudier les biens collectifs ainsi que les biens communs. Dans un premier temps, nous verrons les caractéristiques d'un bien commun ainsi que celles d'un bien collectif. Et enfin, nous montrerons que cela constitue des défaillances du marché qui vont nécessiter l'intervention des pouvoirs publics. Alors, tout d'abord, voyons les caractéristiques d'un bien collectif et d'un bien commun. Donc pour cela, il va falloir que nous fassions appel à deux notions, la notion de rivalité et la notion d'excludabilité. Alors la rivalité désigne en fait les biens qui ne peuvent pas être consommés simultanément par plusieurs utilisateurs. Par exemple, les biens que vous portez, les lunettes que vous avez, la montre que vous avez au poignet, etc. Ça, c'est un exemple donc de rivalité dans la mesure où vous les avez sur vous, vous avez des vêtements, vous avez une montre, etc. Et ce que vous portez, les autres ne peuvent pas les porter simultanément sur eux. Ils peuvent avoir les mêmes, mais ce ne seront pas ceux que vous avez sur vous, tout simplement. Donc ça, c'est le principe de la rivalité. D'accord? On consomme quelque chose, dès l'instant où on le consomme, personne ne peut consommer cette même chose en même temps que nous. Par opposition, la non-rivalité, donc, c'est un bien qui peut être consommé simultanément par plusieurs personnes. Par exemple, une émission à la télévision. Par exemple, le fait d'être sur l'autoroute. Alors vous remarquez qu'en fait, on parle du mot bien, mais bien ici, ça englobe à la fois les biens et les services. Donc deuxième notion qui va être importante pour pouvoir définir ce que sont les biens collectifs et les biens communs, la notion d'excludabilité. On parle également d'excluabilité ou d'exclusion, tout simplement. Alors en fait, l'excludabilité signifie qu'il est possible d'empêcher un utilisateur d'accéder à un bien. En fait, on va mettre en place un prix, un péage, quelque chose qui va permettre de pouvoir à certains individus, sous réserve qu'ils s'acquittent bien évidemment du prix, d'accéder au bien, et inversement, s'ils ne s'acquittent pas du prix, du péage, etc., ils ne pourront pas accéder au bien. Par exemple, si vous voulez aller au cinéma. Pour aller au cinéma, il faudra bien évidemment, normalement, payer votre ticket d'entrée en fait. Donc dans le cas présent, on est face à un bien excludable. Parce que ceux qui payent pourront accéder donc à la séance de cinéma, ceux qui ne payent pas ne pourront pas y accéder. Par opposition à l'excludabilité, il y a donc la non-excludabilité. Alors là, c'est totalement l'inverse, bien évidemment. Ça veut dire qu'il est impossible d'empêcher un utilisateur d'accéder à un bien. Donc là, il n'y a plus de discrimination par le prix, il n'y a plus de péage, il n'y a plus rien. Exemple classique, l'éclairage public, tout simplement. Vous vous promenez la nuit dans la rue, vous verrez, les lampadaires sont allumés, ils ne vont pas s'éteindre dès l'instant où vous passez parce que par exemple vous ne payez pas vos impôts, pas du tout. Vous allez passer, ça restera allumé. Vous vous promenez dans un parc public, c'est pareil, on ne peut pas vous en empêcher. Dans ce cas présent, donc, nous sommes en présence d'un bien non excludable. On ne peut pas empêcher les consommateurs tout simplement d'y accéder. Alors à partir de la rivalité et de l'excludabilité, on va pouvoir mettre en évidence donc les caractéristiques d'un bien collectif et d'un bien commun. Alors, si un bien est à la fois rival, ça veut dire qu'il ne peut pas être consommé par plusieurs personnes en même temps, et excludable, on peut empêcher son accès. Dans ce cas-là, on parlera de biens privés. Par exemple, tout à l'heure, j'évoquais les vêtements que vous portiez, et également, par exemple, tout ce qui est l'ordre alimentaire. La part de pizza que j'ai dans la bouche, c'est ma pizza à moi dans ma bouche, entre guillemets. D'accord? C'est à la fois rival et excludable. Alors par contre, si un bien est, c'est toujours excludable, mais cette fois-ci qu'il est non rival, ça veut dire qu'il a comme caractéristique de pouvoir être consommé en même temps par plusieurs utilisateurs, cette fois-ci on sera en présence de biens de club. Alors on les appelle également des biens collectifs impurs. Exemple de biens de club, ça peut être une piscine. Dans une piscine, on peut se retrouver à 5, 10, piscine municipale, bien évidemment, on peut être à 5, 10, 15, 20, 50. Donc on voit, bien évidemment, que ce bien est non rival, mais d'un autre côté, faut quand même payer le ticket d'entrée. Hein. Donc dans la mesure où il faut payer, il y a une discrimination par le prix, il y a un droit d'entrée. Hein. Ça peut être également des chaînes de télévision, mais cryptées. Chaînes de télévision cryptées, je regarde par exemple Canal+, je ne suis pas le seul à le faire, on est plusieurs millions, mais d'un autre côté, bien évidemment, si je veux accéder
à cette chaîne à certaines heures dans la journée où c'est crypté, bah, à partir de là, j'ai pas le choix, il faut que je paye un abonnement, tout simplement. Alors, les biens collectifs, nous y arrivons. Les biens collectifs ont comme double caractéristique d'être non rivaux et non excludables. Donc, en fait, ils peuvent être consommés simultanément par plusieurs personnes et on ne peut pas empêcher, bien évidemment, ces mêmes personnes d'y accéder. Tout à l'heure, j'avais évoqué l'éclairage public, c'est également le cas, par exemple, des phares côtiers, bien évidemment, ou de la défense nationale. Bien évidemment, vous avez compris qu'ils sont indirectement financés par les impôts, les taxes, etc. D'accord? Quand on dit gratuit, il faut quand même une forme de financement. Et pour terminer, donc, il nous manquait les biens communs. Les biens communs ont comme caractéristique donc d'être non excludables, hein. On ne peut pas empêcher bien évidemment quelqu'un d'y accéder, mais ils sont rivaux, hein. Ça veut dire qu'en fait, dès l'instant où ils sont consommés, bah, il n'y en aura plus pour les autres. Tout simplement. Vous êtes par exemple un chalutier, vous allez en mer, bah, il y a des poissons qui passent, vous les attrapez, donc déjà il faut savoir que ces poissons n'appartiennent à personne, hein, d'accord, donc on peut très bien, n'importe qui peut les pêcher, hein, donc ils sont non excludables par définition. Mais dès l'instant où vous les avez pêchés, bah, ça fera autant de poissons en moins pour les autres. C'est en cela qu'ils sont rivaux. Pareil pour des fleurs dans un champ, par exemple. Donc, on récapitule. Un bien collectif, c'est un bien qui est non rival et non excludable. Un bien commun, c'est un bien qui est rival et non excludable. Alors, pourquoi les biens collectifs et les biens communs constituent-ils une défaillance du marché? Alors, les biens collectifs sont accessibles à tous, sans payer. Donc il n'y a pas de discrimination par le prix. On ne peut pas vous empêcher de vous promener la nuit et de bénéficier de l'éclairage public, tout comme on ne peut pas vous empêcher de regarder en fait un feu d'artifice dans le ciel. Le fait qu'il n'y ait pas de barrière, pas de droit d'entrée, pas de péage, bon, pas de tout ce que vous voulez, ça signifie qu'en fait vous allez adopter un comportement de passager clandestin, de free rider. Ça signifie que finalement vous allez bénéficier des avantages sans en supporter les coûts, parce que vous ne payez pas, donc il n'y a pas de coût. Et donc finalement, si vous avez accès à quelque chose gratuitement, bah, vous n'allez pas être incité à payer. Il faudrait être fou pour se dire, bah, tiens, je peux faire quelque chose de gratuit, mais non, je vais quand même payer. Non, dans le cas présent, aucun utilisateur n'est incité à payer puisqu'il a gratuitement accès au bien. Alors se pose alors la question suivante. Quelle entreprise aurait intérêt à proposer un bien gratuit et libre d'accès? Comment va-t-elle le rentabiliser? Qu'est-ce qu'elle va gagner? Vous voyez bien dans le cas présent que nous sommes en présence d'une défaillance du marché, car le bien finalement ne sera pas produit. Bah oui, s'il n'y a pas de profit à la clé, on ne va pas produire quelque chose qui, à la fin, bien évidemment, ne permet pas de dégager des bénéfices. Deuxièmement, les biens communs. Les biens communs sont accessibles sans payer. On a dit qu'il n'y a pas de discrimination par le prix. Mais la consommation par un utilisateur va empêcher ou réduire celle des autres utilisateurs. On avait évoqué l'exemple des bancs de poissons. Pareil pour les pâturages communaux. D'accord? Vous êtes un agriculteur, vous allez emmener votre troupeau paître dans les montagnes. Bon ben, si votre troupeau va rester plusieurs jours au même endroit, au bout d'un moment, et qu'il part par la suite, si un autre agriculteur vient, ben, il ne pourra pas faire paître en fait ces animaux au même endroit parce qu'il n'y aura pas assez à manger pour eux. Pas assez d'air pour eux en l'occurrence. Donc on voit dans le cas donc, des biens communs qu'il va en fait y avoir un risque de surexploitation. Ben oui, puisque c'est gratuit, automatiquement, quelque chose qui est gratuit, autant en prendre à volonté, autant se servir un maximum. Le risque de surexploitation aboutit à ce que Garrett Hardin avait appelé la tragédie des communs. C'est donc le fait que finalement, parce qu'un bien est libre d'accès, qu'il n'y a pas de droit de propriété en fait, eh bien en fait, on va tout simplement, dans une logique de rationalité individuelle, l'utiliser, le surutiliser, le surutiliser. Mais en fait, en faisant preuve de rationalité d'un point de vue individuel, on ne va pas aboutir, comme le soulignait la main invisible de Smith, à un intérêt collectif supérieur, plus élevé. Au contraire, en étant individuellement rationnel, en faisant paître nos animaux dans un pré communal gratuitement, en prenant des poissons en pleine mer, etc., ce qui sont libres d'accès, bien évidemment, comme nous allons tous faire cela, cela aura comme conséquence finale de détruire, de surexploiter finalement le bien auquel on avait accès gratuitement.
bien évidemment, c'est une nouvelle fois une défaillance du marché car le bien peut disparaître. Vous avez compris qu'on ne peut pas laisser les choses se dérouler ainsi. C'est pour cela que les pouvoirs publics vont intervenir. Au niveau des biens collectifs, par exemple, ils peuvent proposer directement ou indirectement, bien évidemment, des biens collectifs. Alors directement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pouvoirs publics vont produire eux-mêmes le bien collectif, par exemple pour la défense nationale. Bien évidemment, ça sera financé par les impôts et les taxes, comme nous l'avions d'ores et déjà évoqué. Mais les pouvoirs publics peuvent également, bien évidemment, indirectement proposer des biens collectifs. Autrement dit, ils vont confier la fourniture du service à un opérateur privé. Par exemple, la gestion des déchets. Donc dans le cas présent, on aura une entreprise privée qui sera soit payée par les pouvoirs publics, soit directement payée par les usagers, après c'est une délégation de service public, qui va pouvoir effectivement proposer ce service. Concernant les biens communs, les pouvoirs publics peuvent mettre en place des protections afin de limiter la surexploitation. Par exemple, mettre en place une réglementation, des quotas de pêche, ou une taxation également. Ils peuvent aussi attribuer des droits de propriété. Alors, c'est par exemple les enclosures. Alors, ça avait lieu en Angleterre il y a quelques siècles. En fait, tout à l'heure, nous avions parlé des terres communales, qui sont au libre d'accès. Chaque agriculteur peut amener ses animaux, paître dessus, etc. Le principe des enclosures, c'était simplement d'accorder des droits de propriété à certains individus. Donc ça leur appartenait à partir de là. Et ce qui signifie que ces individus, après, pouvaient tout à fait faire payer, bien évidemment, l'accès aux agriculteurs de leurs terres, en fait, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'à partir de là, dès l'instant où il y a des droits de propriété qui sont accordés, dès l'instant où il faut payer, le risque de surexploitation diminue drastiquement, ça va de soi. Après, les pouvoirs publics peuvent aussi un petit peu inciter à des arrangements au niveau local. Par exemple, pousser un petit peu les agriculteurs exploitants à mieux gérer l'eau entre eux.